Bon, donc bonjour. Cette semaine, le cours, comme je l'ai dit la semaine dernière, va porter sur les erreurs de raisonnement. Avant de commencer directement avec la matière, je vais faire un petit résumé du nouvel horaire que je vous ai envoyé par Mio hier, donc lundi, puisqu'il y en a qui ne pourront pas être présents demain. Donc, vu que la semaine de relâche a lieu la semaine prochaine et que, évidemment, il n'y aura pas de cours durant la semaine de relâche, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais donner le cours normal mercredi de 4 à 6 et que vendredi, de midi à 2 heures, j'allais présenter le film 12 hommes en colère. Je vous conseille de regarder le film par vous-même parce que ça va faire en sorte que vous puissiez le mettre sur pause, que vous puissiez prendre en note de tel moment du film où ça répond à une question, ben voilà, mettez sur pause et voilà. Donc, c'est ce que je vous conseille. Clairement qu'il y a des liens en streaming pour le trouver. Puis sinon, comme je vous ai dit dans le Mio, pour 4,99, donc 5 piastres, vous pouvez le louer sur YouTube. C'est pas tant cher, 5 piastres en tout cas. C'est ce que je vous conseille, mais si vous préférez le voir vendredi, ben, je vais le présenter vendredi de midi à 2 heures. Je vais présenter le film. Donc voilà. Donc, passons au cours d'aujourd'hui, les erreurs de raisonnement. Je vais essayer de faire ça pas trop long. Aujourd'hui, le cours est assez simple, plus que les autres semaines. Je vais vous présenter rapidement c'est quoi une erreur de raisonnement, donc un sophisme. Et ensuite, je vais vous présenter plein de sophismes différents pour que vous soyez capable de les identifier. Donc voilà. Je rappelle du dernier cours, il existe des arguments inductifs et déductifs. Un argument déductif est bon si et seulement si il est valide et a des prémices vraies. Un argument inductif est toujours invalide. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la conclusion soit fausse, même si les prémices sont vraies. Parce qu'un argument inductif ne cherche pas à prouver nécessairement la vérité de sa conclusion, mais que probablement. Mais un argument inductif n'est pas forcément mauvais puisqu'il est invalide, parce qu'un bon argument inductif va admettre qu'il n'est pas certain. Et donc, il n'y a pas d'erreur de raisonnement là. Il faut juste prendre les conclusions des arguments inductifs avec un grain de sel, savoir qu'elles ne sont que probables et pas certaines, contrairement aux conclusions de raisonnement déductif. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire. Un argument inductif est bon si les prémices entraînent que la conclusion soit très probable. Un argument inductif est convaincant dans la mesure où les prémices nous montrent qu'on a de meilleures raisons de croire à la conclusion que de ne pas y croire. Donc, considérant qu'on ne peut pas tout savoir avec certitude et qu'il y a des choses que c'est uniquement par observation qu'on peut connaître et qu'il n'y a pas de manière de déduire certainement ces conclusions-là, parfois, un raisonnement qui nous dit qu'on a une bonne raison de croire en quelque chose, qu'on n'est pas sûr, mais c'est épistémiquement préférable de croire en cette chose que de ne pas y croire. Épistémiquement, ça veut dire on a de meilleures raisons d'y croire, dans le fond, en une chose que de ne pas y croire, alors on devrait y croire. Donc, c'est juste ça. Donc, un argument inductif, c'est ça son utilité. Passons directement aux erreurs de raisonnement. Les erreurs de raisonnement peuvent à la fois rendre un argument invalide ou ses prémices fausses. On se rappelle qu'il y a deux conditions pour qu'un argument soit bon. Il faut que ses prémices soient vraies et qu'il soit valide. Donc, une erreur de raisonnement peut à la fois altérer la vérité des prémices et la validité de l'argument. Parfois, les erreurs de raisonnement sont dans le but de tromper, parfois elles sont involontaires. C'est une distinction que je ne vais pas vraiment vous demander de retenir par cœur, mais je tenais quand même à la faire parce qu'elle existe. Généralement, on nomme sophisme les erreurs de raisonnement dans le but de tromper et paralogisme les erreurs de raisonnement involontaires. Mais dans le cadre du cours, je ne vous demanderai pas de faire la distinction entre les deux. J'appelle tout ça sophisme, même si ce n'est pas dans le but de tromper. Parce que c'est difficile de vraiment savoir si c'est dans le but de tromper. C'est très possible qu'un interlocuteur avec qui on parle fasse un sophisme, une erreur de raisonnement, qui semble être dans le but de nous tromper, mais que lui, il ne savait pas, puis qu'il pensait vraiment que ce qu'il disait, c'était vrai, valable, puis qu'il pensait vraiment avoir une bonne argumentation, mais qu'en fait, à son insu, il faisait une erreur de raisonnement. Alors, comment faire pour savoir que notre interlocuteur essaie de nous tromper ou s'il fait juste un mauvais raisonnement sans le savoir? C'est difficile de le savoir, donc appelons tout ça sophisme. Bref. Les sophismes, maintenant, c'est un concept inspiré des sophistes. Les sophistes, c'était un groupe de philosophes grecs. Ben, c'était pas vraiment un groupe de philosophes grecs parce que je crois pas que les sophistes eux-mêmes s'appelaient les sophistes. Faudrait que je revérifie mes sources pour ça, là, mais je pense que c'est plutôt Platon, dans ses écrits, qui faisait référence aux sophistes et qui comme regroupait un ensemble de penseurs qui avaient certaines caractéristiques communes sous ce terme général. Mais Platon n'aimait pas les sophistes et on a tous les écrits de Platon et on a très peu d'écrits des sophistes.
Donc, en découle que les sophistes sont dépeints comme étant des personnes qui cherchent plutôt à convaincre qu'à défendre des théories vraies. Et c'est à partir de ce terme-là, c'est-à-dire cette espèce d'interprétation qu'on a des sophistes, comme quoi ce sont non pas des personnes qui cherchent la vérité, mais qui cherchent à apprendre à convaincre, qui cherchent à avoir raison plutôt qu'à connaître la vérité, qu'on a tiré cette expression de sophisme, qui est une erreur de raisonnement. Donc, de manière plus simple et qui manque un peu de précision, c'est pas une bonne définition, mais c'est peut-être juste une manière de vous montrer, au cas où vous ne compreniez pas. Là. Un sophisme est un argument qui prétend être vrai, mais qui est faux. En gros. C'est comme une erreur de raisonnement. C'est plus une erreur de raisonnement, mais de manière très simplifiée, on pourrait dire que c'est ça. C'est un argument qui a la prétention d'être vrai, mais dans lequel il contient une erreur de raisonnement, quelque chose qui fait qu'il est faux. Autrement dit, un argument qui peut sembler convaincant, mais qui en fait est faux, c'est ça un sophisme. Donc, quand vous voyez un sophisme dans un raisonnement, c'est un raisonnement que vous pouvez rejeter directement. Et encore une fois, c'est pas parce que vous devez rejeter un raisonnement directement que la conclusion du raisonnement est fausse. On se rappelle que la vérité des prémices, c'est une condition, mais il y a aussi la validité. C'est possible qu'un mauvais raisonnement, donc un raisonnement dans lequel il y a un sophisme, ait que des prémices vraies, une conclusion vraie, mais si la conclusion ne découle pas des prémices, vous devez quand même rejeter le raisonnement, parce qu'il n'a pas prouvé sa conclusion, il l'a juste posé en prémisse aussi. Les sophismes. Ensuite, ce que je vais faire dans le cours d'aujourd'hui, je vais identifier plusieurs sophismes en leur donnant un nom. Mais l'important est que vous voyez l'erreur de raisonnement. Donc, le fait que tel sophisme s'appelle tel nom, oui, dans une évaluation, si vous nommez le nom, ça va être simple. Je vais voir, bon, vous comprenez, vous avez bien identifié le sophisme, c'est le fun. Par contre, vous n'êtes pas obligé de nommer le nom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous reteniez par cœur le nom des différents sophismes. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable, en lisant les arguments, d'identifier les erreurs de raisonnement. Donc, si vous êtes capable, sans me nommer le nom, d'expliquer pourquoi un argument est mauvais, ben moi, ça me suffit, j'en demande pas plus. En me donnant le nom des sophismes, ce que je fais, c'est que je vous indique clairement des types de raisonnements qui sont toujours mauvais. Peut-être que ça peut vous aider, ça va être plus simple pour vous de vous en servir comme ça, mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un mauvais raisonnement, qu'est-ce qu'une erreur de raisonnement et de les identifier. Évidemment, la liste que je vais faire des sophismes n'est pas exhaustive. Exhaustive, ça veut dire je ne vais pas nommer la totalité des sophismes qui existent. Il y en existe certainement d'autres que je n'ai pas nommés. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait la liste complète de tous les sophismes, évidemment. Puis, comme je l'ai dit, il n'est pas aussi qu'un bon argument est un argument valide avec des prémices vraies. Un argument sans sophisme peut tout de même être mauvais si ses prémices sont fausses ou il n'est pas valide. Donc, il ne faut pas que vous tombiez dans le piège de il n'y a pas de sophisme dans l'argument, alors forcément cet argument est vrai. Non, un sophisme montre que l'argument est mauvais. Par contre, l'absence de sophisme n'est pas suffisant pour que l'argument soit bon. Il faut ensuite quand même examiner la vérité des prémices et voir si la conclusion découle nécessairement des prémices, dans un argument déductif en tout cas. Et probablement des prémices dans un argument inductif. Donc là, ce qu'on va faire, je vais juste passer, je pense, j'ai une quinzaine de sophismes, puis un par un. Fait que là, je montre le premier sophisme que je vais vous présenter. C'est de confondre induction et déduction. On a vu ce que sont induction et déduction. Dans un argument inductif, les prémices entraînent juste probablement la conclusion. Donc, on se rappelle, dans un argument inductif, il est possible que la conclusion soit fausse et que les prémices soient vraies, et ce n'est pas un problème fatal. Ce qui est important, c'est de savoir que la conclusion est juste probablement vraie considérant les prémices. Donc, quand on fait un argument inductif, il faut le savoir. Et l'erreur, ce sophisme qui est confondre induction et déduction, consiste à penser qu'un argument inductif permet de justifier nécessairement sa conclusion. Donc, l'erreur, c'est de dire on a un argument inductif donc qui ne fait que entraîner probablement sa conclusion, mais qu'on met quand même notre conclusion, on phrase notre conclusion de sorte que la conclusion est entraînée nécessairement. Donc, ici, j'ai un exemple. Les statistiques révèlent que 20% des étudiants échouent leur cours de philo 1. Nous sommes 32 étudiants dans la classe. Et la conclusion, 6 ou 7 étudiants couleront le cours. Ça, évidemment, c'est un mauvais argument parce que à la base, c'est un argument inductif et même pas un très bon argument. J'ai pas pris l'exemple d'un bon argument inductif d'ailleurs. J'aurais pu prendre l'exemple d'un bon argument inductif, ça aurait aussi marché. Donc voilà. Le fait que les statistiques révèlent qu'en moyenne, 20% des étudiants échouent leur cours de philo 1 puis qu'on est 32 étudiants, il n'y a rien qui assure que nous, on va respecter exactement cette moyenne-là. Peut-être que moi, je suis un excellent professeur et vous, les excellents étudiants, puis même personne va couler.
c'est aussi possible que je sois un très mauvais professeur et vous soyez très mauvais en philo, et que je sois sévère en plus, puis que donc la moitié de la classe coule. Donc, on ne peut pas affirmer cette conclusion-là avec ces prémices-là. Ce qu'on aurait pu dire comme conclusion acceptable avec ces prémices-là, c'est si on suit la tendance de cette statistique, 6 ou 7 étudiants couleront ce cours. Donc là, on aurait un raisonnement inductif correct, bien que peu informatif, parce que rien ne nous indique que cette classe va suivre cette tendance. Mais au moins, on aurait un argument qui est valide et que les prémices sont vraies, même si la conclusion est assez peu informative. Donc voilà. Et là, passons au second sophisme, la généralisation abusive qui ressemble un peu au premier. Ça ressemble beaucoup à comprendre induction et déduction. Il y a vraiment besoin de temps de distinguer les deux. Il y a une petite distinction, c'est pour ça que je voulais le faire. Mais l'idée, c'est juste que dans les deux cas, c'est des sophismes liés au raisonnement inductif et il faut être capable de les identifier. Donc, l'induction se base toujours d'une certaine façon sur la généralisation. T'sais, on se rappelle que vu qu'on ne peut pas nécessairement la conclusion, on va toujours penser que la conclusion va être le cas, que c'est probable, mais on ne va jamais être certain. On va un peu généraliser. On va un peu, à partir des prémices, dire bon, ça s'est passé comme ça dans les prémices. On remarque en général quelque chose arrive. Alors, on va inférer que probablement que ça risque d'arriver encore. Mais ce probablement ça risque d'arriver encore est un peu une généralisation incertaine. C'est quelque chose qui est probable seulement. Fait qu'on généralise un peu. Par contre, si l'échantillon est trop petit, pour en tirer une conclusion et qu'on le fait quand même, on fait un sophisme. Si l'échantillon des observations qu'on se base pour faire une traduction est trop petit, si par exemple on tire d'une observation de 2 cas une conclusion directement, on peut se douter que c'est pas très fiable. Alors que si on se base sur une observation de 10 000 cas, c'est beaucoup plus fort. Donc là, évidemment, comme je dis ici, il y a comme une ligne arbitraire à tracer, à savoir à quel moment c'est une généralisation qui permet de faire un raisonnement inductif correct et une généralisation qui est abusive. Je ne pourrais pas vous dire exactement où tracer la ligne entre généralisation abusive et généralisation acceptable. Je dirais que c'est un continuum, il n'y a pas comme une ligne nécessairement à trancher. On pourrait dire qu'il y a comme une zone où c'est un peu houleux, là, où, je sais pas, entre un échantillon qui est assez petit, on pourrait soit dire que c'est une généralisation abusive ou un raisonnement inductif faible, ou peut-être, ou comme là, on a très peu de raisons de croire à la conclusion, mais que peut-être. Donc, il y a comme une zone grise là. Mais si des personnes se basent sur un extrêmement petit échantillon pour tirer des généralisations, ben là, on peut dire qu'ils font le sophisme de la généralisation abusive. Des exemples, de dire que les Noirs sont des criminels, les Arabes des voleurs, les Asiatiques bons à l'école, les habitants de régions éloignées des racistes un peu arriérés, les habitants des grandes villes des écologistes de gauche, etc. Donc, c'est de partir d'un trait qu'on pense qui est généralement le cas, mais qui souvent n'est même pas vraiment scientifiquement prouvé, et d'en inférer des conséquences. Alors, c'est pas vrai que les Noirs sont des criminels, c'est pas vrai que, bon, tout ça, c'est pas vrai. C'est un peu, on se base sur des stéréotypes pas trop justifiés parce que des fois, on en observe, ou je sais pas, peut-être que dans les films, il y en a souvent, et on généralise, mais on n'a pas de raison de généraliser dans ce cas-là. C'est une généralisation qui est abusive ou hâtive. Pour que la généralisation soit bonne, il faut vraiment qu'il y ait des observations répétées. Pour que, mettons dire que les Noirs des criminels soient généralement des criminels, qu'on fasse vraiment un raisonnement inductif comme du monde, il faudrait vraiment qu'il y ait des statistiques claires qui montrent que le fait d'être noir implique la criminalité. Puis, ces statistiques n'existant pas, c'est une généralisation abusive de faire ce genre de conclusion. Puis ça ne marche pas non plus dans tous les autres cas que j'ai énumérés ici. Les formations du conséquent, j'en avais un peu parlé la semaine dernière. C'est un sophisme vraiment sur la forme logique. C'est pas un sophisme qui traite de la vérité des prémices, c'est un sophisme qui traite de la forme d'un argument. La formation du conséquent a la forme suivante. Donc, la prémisse 1, c'est si P alors Q. La seconde prémisse, c'est Q. Et la conclusion, c'est P. Cette forme n'est jamais valide. C'est un argument dont la conclusion ne suit pas des prémices ou ne découle pas des prémices. Pourquoi? Parce que la prémisse 1 qui dit si P alors Q, si elle est vraie et que Q est vrai, ben P peut être faux quand même. La relation que si P alors Q est unilatérale, ce que nous dit, c'est que s'il y a P, alors il y a Q. Mais ça ne dit pas que s'il y a Q, alors il y a P. Or, si on dit que Q existe, et après avoir dit que si P alors Q, ça ne nous indique pas que P existe. Par contre, on se laisse berner souvent et on a l'impression que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Donc, je pense que j'ai un exemple ici, ouais. Si j'ai la grippe, alors j'ai mal à la gorge.
j'ai mal à la gorge, par conséquent, j'ai la grippe. Ce que la prémisse 1 nous indique comme relation, c'est que si j'ai la grippe, alors j'ai mal à la gorge. Ce que la prémisse 2 nous dit, c'est que j'ai mal à la gorge. Par contre, je pourrais avoir mal à la gorge sans avoir la grippe. C'est tout à fait possible. Alors la conclusion est fausse. On ne peut pas inférer les prémices de la conclusion parce qu'il est tout à fait possible que j'ai mal à la gorge sans avoir la grippe. Ce faisant, on ne peut pas inférer du fait que j'ai mal à la gorge que j'ai la grippe. Donc voilà, c'est l'affirmation du conséquent. L'appel à la majorité. Ça, c'est un sophisme quand même assez fréquent et qui est très mauvais. Donc voici pourquoi. L'appel à la majorité, comme le nom l'indique, consiste à vouloir justifier une conclusion, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce que la majorité des gens pensent qu'elle est vraie. Et ouais, la démocratie, c'est une forme d'appel à la majorité, mais qu'on accepte parce qu'il n'y a pas vraiment de. On connaît pas vraiment de meilleur système politique. C'est le fait que la majorité des citoyens pensent qu'un parti politique est plus à même de les diriger qu'un autre n'indique pas que dans l'absolu, ce parti politique est meilleur que l'autre, que les partis politiques alternatifs. Ça indique juste qu'à ce moment, le peuple a décidé que c'était ce parti qui allait le gouverner. Donc, le résultat de la procédure démocratique n'est pas un résultat qui mène à la vérité. C'est un résultat qui mène à quelque chose qui marche politiquement, à un moindre mal pour le diriger. La politique, c'est difficile de vraiment avoir un bon dirigeant. Parce que si on n'a pas la démocratie, alors là, il va y avoir un système où les gens ne sont pas élus, mais là, les gens vont chialer parce que comment ça, toi, tu sais plus, toi, tu as plus accès à ce qui est bon pour moi que moi-même. Alors là, on préfère, même si les gens se trompent peut-être, élire nous-mêmes nos gouvernants. Donc, le fait que l'appel à la majorité soit un sophisme ne rend pas forcément la démocratie un mauvais système politique, même si le processus démocratique est un appel à la majorité. Churchill a une citation que j'aime bien: Democracy is the worst form of government except for all the others. On n'a pas vraiment de forme de gouvernement idéale qui est parfaite, qui est si bonne que ça. Le mieux qu'on a trouvé à date, c'est d'accepter de faire un sophisme, si on veut, pour élire un gouvernement que le peuple a lui-même élu, même si on sait que le peuple se trompe peut-être. C'est ça. Et là, pourquoi l'appel à la majorité, c'est un mauvais argument? Parce que c'est possible que 900 milliards de millions, une quantité énorme de personnes se trompent et qu'une seule personne ait raison. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui pensent quelque chose n'indique pas qu'ils ont plus raison que la personne qui est seule. Exemple, c'est Copernic et Galilée, je n'ai pas les dates exactes, mais c'est vers le 15, 14, 16e siècle, peut-être même 17e siècle, en tout cas. Dans ces eaux-là, on défendu que la Terre était ronde, des trucs comme ça, comme qu'elle tourne autour du Soleil, ou je ne sais trop. Je ne pourrais pas dire quoi attribuer à qui, mais on défendu ce genre de choses. À un moment où la pensée majoritaire était totalement en désaccord. Puis je pense qu'il y en a même un des deux, me semble Galilée, qui ont comme été emprisonnés, même un qui a été tué, je pense, je ne sais trop, juste par le fait qu'il pensait ça. Or, on se rend compte plusieurs années plus tard, avec le développement de la science, que même si la quasi-totalité des personnes de leur époque pensaient qu'ils avaient tort et que Galilée et Copernic étaient seuls ou minoritaires, ben, ils avaient raison quand même. Et pourquoi ils avaient raison? Parce qu'ils ont fait des calculs, ils ont défendu leur position par des arguments, et ce qu'il fallait faire pour bien argumenter, et si les dirigeants avaient été vertueux, ils n'auraient pas puni des gens pour défendre une position, ils auraient regardé leurs arguments, puis ils auraient dit pourquoi c'est bon, pourquoi c'est mauvais, puis ils auraient argumenté avec eux. Autre exemple, fut un temps où la majorité pensait que l'esclavage était acceptable, et ça, il n'y a pas si longtemps, il y a comme 150, 200 ans. Est-ce que ça rendait l'esclavage acceptable à l'époque? Je pense pas. Je pense qu'on serait assez d'accord pour dire que la majorité avait juste tort. Et donc, si appel à la majorité est un bon raisonnement, à l'époque, ils auraient eu raison de défendre que l'esclavage était acceptable. Donc, que faire au lieu de faire appel à la majorité, c'est demander pour quelle raison la conclusion qu'on cherche à justifier est vraie ou fausse, en étant indifférent du nombre de personnes qui l'appuient ou la rejettent. Donc, il faut se centrer sur les arguments et être indifférent au nombre de personnes qui appuient une position pour bien argumenter. L'appel à l'autorité. Ça ressemble un peu à l'appel à la majorité, mais au lieu de faire appel au nombre de personnes, à un nombre X de personnes, on a fait appel à un expert. Je veux dire, moi, je ne suis pas expert en climatologie, en plusieurs sujets où il y a plusieurs experts qui sont beaucoup mieux même que moi d'en parler. En soi, se référer à un expert n'est pas forcément une mauvaise chose, ou de se référer au consensus scientifique n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça ne justifie pas un argument. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur quasi tous les sujets, différents experts sont en désaccord.
C'est même sur le changement climatique, je pense qu'il y a 99% des experts qui sont d'accord qu'il y a un changement climatique causé par l'humain, mais il existe toujours une minorité d'experts qui ne sont pas d'accord. Puis moi, étant pas érudit sur la question, je ne suis pas tout à fait capable d'argumenter d'un bord ou de l'autre. Fait que là, on pourrait se dire oui, mais fais juste te référer à des experts majoritaires, mais là, regarde l'argument qui se passerait si je disais ça. Si je disais, mon argument c'était et que c'est vrai quand les experts le disent, ben dès lors qu'il n'y a pas de total consensus, n'importe qui d'autre pourrait dire toi puis moi, on ne connaît pas les arguments justifiant la position, je satisferais un expert. Ben moi, j'ai un expert qui justifie ce que je dis aussi, donc c'est stérile. Et que c'est vrai parce qu'un expert le dit, l'autre gars dit non, et que c'est vrai parce qu'un expert le dit. Là, moi, je pourrais dire oui, moi j'ai plus de consensus scientifique de mon bord. Puis je vais dire oui, mais le consensus peut se tromper, c'est un appel à la majorité d'une certaine façon aussi. J'ai un expert qui connaît son sujet, qui contredit ce que tu dis. Fait que c'est stérile. Ça sert à rien. Là, on peut imaginer un sujet où il y a total consensus d'experts. Alors là, on pourrait peut-être dire, bon, s'il y a total consensus de tous les experts sur ce sujet, c'est tellement évident qu'on peut faire référence à ça. Peut-être, en théorie, oui, mais alors pourquoi faire appel aux experts? On devrait justifier notre position non pas en disant X c'est vrai, car il y a consensus d'experts. Il faudrait plutôt dire X c'est vrai, puis demander aux experts pourquoi X c'est vrai, puis juste prendre la raison que les experts nous donnent, puis aller directement à la raison. Le point avec les appels à l'autorité et à la majorité, c'est que il faut pas se. Pour savoir que quelque chose est vrai, il faut justifier pourquoi la chose est vraie. Il ne faut pas dire pourquoi plusieurs pensent à ça ou faut pas dire qu'il y a plusieurs personnes qui pensent ça ou que les experts qui pensent à ça. Il faut juste dire pourquoi c'est vrai. L'appel à l'autorité est un peu moins pire qu'appel à la majorité parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout connaître. Et que parfois, on ne peut pas même connaître les raisons de tout parce que ça impliquerait de passer notre vie à lire et à connaître tout. Fait que moi, je pense que ce qui est bon de faire, par exemple, sur le changement climatique dans mon cas, c'est de ne pas trop me prononcer. Je crois qu'on a de bonnes raisons de croire que ça existe parce qu'il y a une grande majorité des experts qui le disent. Par contre, je ne connais pas les raisons. Or, gardons la distance. Pensons que c'est vrai parce que la majorité des experts le disent et gardons une petite gêne. Mais si je voulais vraiment écrire un texte sur le changement climatique ou défendre la position comme quoi ça existe et on devrait réellement changer les choses, alors là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne le temps de comprendre certains concepts de la climatologie, de lire des études et de défendre une position sans me référer à l'autorité, sans faire des arguments, des appels à l'autorité, mais aller directement aux arguments de pourquoi il y a un changement climatique en étalant les preuves qui soutiennent ce que je défends. Donc voilà. L'ad hominem ou attaque contre la personne. L'ad hominem consiste à rejeter ce que son interlocuteur dit, non pas parce qu'on juge que c'est faux, mais parce qu'on met en doute la fiabilité de l'interlocuteur. Autrement dit, on ne s'en prend pas à la crédibilité de la position, mais à celle de la personne qui la défend. Par exemple, ne pas considérer les propositions politiques de Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il a déjà participé à un festival marxiste. Ça, il me semble que c'est un article de journal qui était sorti, ou je ne sais pas si c'est un article de journal, mais il me semble qu'il y a quelques années, on avait reproché à Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir participé à un festival marxiste, alors que lui-même était déjà, je pense, député de Québec solidaire. Et là, on avait comme un peu fait de la démagogie pour dire c'est un marxiste, etc. Whatever, peu importe qu'il ait participé à un festival marxiste, écoute ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit, juge si ce qu'il dit c'est valable ou pas, et concentre-toi sur le contenu de ce qu'il dit, pas sur la personne qui est. De dire qu'il a participé à un festival marxiste n'est pas du tout une réfutation des propositions politiques de Gabriel Nadeau-Dubois. Et parallèlement, de refuser toutes les propositions politiques de François Legault parce qu'on s'oppose farouchement à la loi 21, c'est pas plus valable. Plusieurs personnes, moi inclus, étaient farouchement opposées à la loi 21. Je suis encore en défaveur de cette loi-là. Par contre, c'est pas parce que François Legault a pris une mauvaise décision que forcément tout ce qu'il va dire va nécessairement être faux. Donc, ce qu'il faut faire, qu'on argumente bien et qu'on essaie d'en arriver à la vérité, c'est de prendre chaque proposition que proposent des personnes, aussi malhonnêtes soient-elles, de les analyser et de voir si elles sont vraies ou fausses. D'attaquer une personne n'est pas une réfutation d'une position que la personne défend. Exemple choc, que ce soit Hitler, Pol Pot qui était un genre de despote au Cambodge qui a martyrisé la population, Joseph Staline avec les goulags, ou Einstein ou Mère Teresa, si c'est 5 personnes différentes, disons les 3 premières moralement dégoûtantes et les 2 dernières, je ne sais pas si Einstein est moralement si bon que ça, mais en tout cas c'est un génie, fait qu'on peut penser que ce qu'il dit est souvent vrai. Ou Mère Teresa qui, elle, je crois, je ne suis pas un expert en histoire de Mère Teresa, mais qui est comme une figure sainte qui a aidé bien du monde, qui est très moralement bonne. Peu importe laquelle de ces personnes dit quelque chose,
Si ces 5 personnes disent la même chose, ben la chose dite a la même valeur de vérité. C'est pas important la personne qui évoque la proposition, l'important c'est juste la proposition elle-même. Donc d'attaquer le messager plutôt que le message consiste dans une erreur de raisonnement parce que ça ne réfute pas la position que le messager avance. Donc voilà, pour ça, c'est juste une erreur de raisonnement assez fréquente d'ailleurs. L'homme de paille, je pense que c'est mon sophisme préféré, c'est-à-dire que c'est le sophisme que je trouve qui est le plus fréquent et qui est le plus important de connaître. L'homme de paille consiste à racheter la position de son interlocuteur en la présentant faussement. Par exemple, là, je vais directement vous donner un exemple, et je pense que par l'exemple, vous allez comprendre c'est quoi. Je défends l'argument suivant. Il est moralement mauvais de causer de la souffrance évitable. Prémisse 1, prémisse 2, manger de la viande cause de la souffrance évitable. Conclusion, manger de la viande est moralement mauvais. Ça, c'est l'argument que je défendais. Et là, l'interlocuteur avec qui je débattais me disait donc, tu penses que les animaux sont égaux aux humains et essaie de me réfuter ma position en partant de ce postulat. Mais moi, j'ai jamais dit que les animaux étaient égaux aux humains. J'ai parlé du concept d'égalité. J'ai uniquement dit que c'est moralement mauvais de causer de la souffrance évitable et que manger de la viande cause de la souffrance évitable. Donc, pour réfuter ma position, ce qu'il faut faire, c'est soit montrer que mon argument est invalide ou soit montrer qu'une de mes deux prémices est fausse. Donc, de rejeter le fait qu'il est moralement mauvais de causer de la souffrance évitable ou de rejeter que manger de la viande cause de la souffrance évitable. C'est ça qu'il faut faire. Donc, de me donner des intentions en disant que je pense que les humains et les animaux sont égaux pour ensuite réfuter ça, ne réfute en rien ma position. C'est une mauvaise manière d'argumenter. C'est ce que je viens de dire. Donc, lorsqu'on réfute la position de quelqu'un, il faut s'assurer de bien réfuter la position de la personne, donc de bien restituer ce que la personne veut dire, de s'assurer de comprendre ce que la personne veut dire avant de la réfuter. C'est-à-dire que si on réfute juste une version édulcorée, un peu à notre sauce, si on veut, d'une position qu'on cherche à réfuter, on ne convainc pas la personne qu'elle a tort. On convainc juste qu'on a mal compris son argument. Ça ne sert à rien. Non seulement on ne la convainc pas, mais en plus, on n'arrive pas à la vérité. Le but d'un argument, si on s'en sert comme du monde, c'est d'en arriver à une conclusion qu'on pense qui est vraie. Si quelqu'un nous propose un argument, qu'on répond quelque chose qui ressemble un peu à l'argument, mais qui ne prend pas tout à fait ce que la personne dit, puis qui déforme un peu la position de l'autre personne, on ne répond pas à ce qu'elle dit. Or, c'est vraiment important quand on argumente convenablement, et en philo, c'est spécialement important, avant même de réfuter une position, de la comprendre et de la représenter fidèlement selon ce que l'auteur de la position voulait bien dire. L'appel au sentiment, ça c'est assez simple. Comme le dit le nom, c'est un sophisme que, au lieu de faire appel à des arguments rationnels pour justifier une position, on va faire appel aux sentiments de ses interlocuteurs pour qu'ils adhèrent à cette dite conclusion. Des exemples. En éthique animale, il y a une manière un peu plate ou un peu mauvaise d'argumenter qui consiste à montrer des images d'abattoirs sans contextualiser, sans donner des raisons pour lesquelles manger de la viande serait incorrect, juste de faire appel au sentiment de dégoût chez les gens. Ça, c'est pas vraiment un bon processus argumentatif. Certes, ça existe. Certes, oui, les abattoirs, c'est dégueulasse, ça existe. Par contre, juste de montrer ça pour convaincre les gens d'arrêter de manger de la viande par le fait qu'ils ont un sentiment de dégoût pour ça, c'est une manière sophistique de convaincre les gens. Parce que un sentiment n'est pas forcément légitime. Il faut contextualiser les sentiments, mettre en doute certains sentiments. Il faut qu'on réfléchisse sur sur nos propres émotions, nos sentiments. On ne choisit pas nos sentiments, ils adviennent comme ça. Donc, de susciter une émotion chez quelqu'un pour le convaincre de faire quelque chose sans contextualiser, c'est une erreur de raisonnement. C'est un autre exemple, c'est les défenseurs pro-vie vont souvent montrer des photos de vidéos de bébés cute pour susciter des émotions de dégoût à l'égard de l'avortement, parce qu'évidemment, quand tu ne fais pas avorter, ce qui sort, il sort un bébé, là, qui va souvent être cute. Donc, de montrer des bébés cute, des images ensuite je sais pas, de mort à côté ou je ne sais trop. C'est une manière un peu de susciter l'émotion chez les personnes sans vraiment, en évitant l'argument, parce que au niveau de l'avortement, par exemple, certes, peut-être qu'un fœtus a une valeur morale. Moi, je pense pas, mais peut-être, puis que l'émotion sous-tend quelque chose. Mais d'un autre côté, d'obliger des femmes à ce qu'ils sont faites violer, de garder le bébé qui sont comme un peu un rappel toute leur vie de l'expérience difficile qu'ils ont vécue, c'est aussi difficile. Puis l'appel au sentiment ne fait pas référence à tous ces autres cas et à toute la complexité du débat de l'avortement.
En éthique animale, c'est la même chose. On peut tout à fait rejeter que manger des animaux, c'est immoral. On peut défendre, par exemple, une conception contractualiste de la morale, dire que pour avoir de la valeur morale, il faut participer à un contrat social. Et les animaux ne participant pas à un contrat social n'ont pas de valeur morale. Ça se défend. Je pense pas que c'est une bonne position, ça se défend. On peut aussi défendre que je sais pas, une conception mauvaise, genre naturaliste de la nature. C'est comme ça que ça se passe en nature. Je ne sais trop. C'est aussi un sophisme, mais bref, l'idée, c'est que uniquement de montrer des vidéos qui causent de dégoût n'est pas un argument convaincant. Donc, une émotion n'est pas un argument. Certaines émotions de dégoût sont légitimes, d'autres non. Peut-être qu'on peut se baser sur des émotions pour des arguments, mais il faut. Ça. Des fois, une émotion peut contribuer à un argument, mais elle ne se suffit jamais. Il faut réfléchir rationnellement sur les émotions, les contextualiser, etc. Donc, faire directement un appel au sentiment sans contextualiser est un sophisme. Appel à la tradition, je pense que vous voyez un peu le pattern. Là. L'appel à la tradition consiste à dire que puisqu'on fait quelque chose depuis longtemps, alors forcément, elle est bonne ou vraie. Des exemples, manger de la viande, c'est correct parce qu'on l'a toujours fait. On ne devrait pas exiger d'être servi en français à Montréal, car dans certains quartiers, les commerces ont toujours été gérés par les anglophones. Donc là, ce qu'on fait avec ce raisonnement-là, c'est de mettre de côté la question que le français est peut-être en péril, considérant qu'on est la seule majorité française dans toute l'Amérique, etc. On met ça de côté, juste pour dire que depuis longtemps, à Montréal, il y a des commerces qui sont gérés par des anglophones, donc on s'en fout un peu du fait français. C'est pas un bon argument. Puis là, je vais donner des exemples très contre-intuitifs. Les femmes devraient encore être à la cuisine car c'est ici depuis toujours. Donc, si on remonte à il y a 50, 60 ans, factuellement, c'était pas mal le cas en Occident que les femmes étaient confinées à des rôles plus maternels, plus de sollicitude, plus de relations d'aide, plus de faire le ménage, faire la cuisine, moins de travailler, tout ça. Euh, Évidemment, le fait que ça demande depuis longtemps ne justifie pas que ça devrait encore être comme ça. Il n'y a aucune raison qui. Ça ne justifie pas du tout. Et encore pire, encore l'exemple de l'esclavage. L'esclavage, dans l'histoire de l'humanité, c'est récent que c'est plus permis et que c'est pas la norme. Dire, si on remontait au 18-19e siècle, là, on aurait très bien pu défendre si l'appel à la tradition est un bon argument, que ça existe depuis toujours, donc c'est correct. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, on voit que ben non, c'est pas correct, ça n'a pas d'allure l'esclavage. Donc l'appel à la tradition est un mauvais argument. On peut se tromper depuis des millions d'années. Le fait que quelque chose de traditionnel n'est pas un gage de vérité, évidemment. Ce qu'il faut faire, comme toujours, c'est se centrer sur les arguments. Pourquoi? Parce qu'une position est vraie. Demander à la personne quels sont tes arguments. Ensuite, analyser ses arguments, un par un, et voir si c'est bon. Si un de tes arguments, c'est un sophisme, on appelle la tradition, ben là, tu dis, ben écoute, c'est pas parce que c'est le même depuis longtemps que c'est bon. Et tu peux rejeter ta position. Donc voilà. L'exagération des conséquences, ça, c'est un sophisme qui a lieu uniquement en éthique. Puis c'est assez simple, le titre du sophisme le dit. Là. Si on prend une situation, on exagère ses conséquences néfastes ou positives pour critiquer ou endosser la position. Par exemple, certaines personnes disaient que si nous réouvrions pas les écoles durant la pandémie, on sacrifierait une génération au complet. Je ne sais pas si vous en rappelez, si vous avez vu ça. Par exemple, c'était genre justement à la session d'hiver l'année dernière, qu'il y avait un débat à savoir est-ce qu'on réouvre les écoles, est-ce qu'on les réouvre pas. Il y avait comme des discussions à cet effet. Et puis, il y en a qui disaient qu'il y aurait des conséquences psychologiques indélébiles sur les enfants si on les empêchait d'aller à l'école. Mais derrière ça, il y avait comme une espèce d'agenda conspirationniste un peu, comme quoi la COVID n'existe pas, whatever. Donc, évidemment, cette conséquence est exagérée. Là. Je pense pas que d'être prudent sur la COVID pour quelques mois en fermant les écoles va entraîner des conséquences psychologiques très graves pour les enfants parce que, par exemple, ils verront pas d'autres jeunes pendant longtemps. Là. Je pense que peut-être que oui, ça va être dur pour les enfants pour un certain temps, mais de commencer à exagérer comme ça, c'est une erreur de raisonnement, c'est exagérer les conséquences. Autre exemple, certains opposants à l'aide médicale à mourir disent que si on le permet pour des personnes en fin de vie qui souffrent, on le permettra bientôt pour tout le monde. C'est comme d'exagérer un peu ce qui va se passer si quelque chose advient. Là. Non. Je veux dire, si on permet l'aide médicale à mourir, rien n'indique qu'on va le permettre pour d'autres personnes. C'est une position en part entière et qui est justifiée parce qu'on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui est en fin de vie, qui souffre perpétuellement, ne pourrait pas juste décider d'arrêter de vivre parce qu'il préfère ne pas vivre que vivre considérant que c'est vie et souffrance. On n'a jamais parlé de l'extrapoler à tout le monde. Exagère pas les conséquences. Donc, c'est un mauvais argument.
Évidemment que les conséquences de nos actions sont pertinentes moralement, mais quand on argumente convenablement, il faut faire une estimation honnête et adéquate des conséquences. Il ne faut pas exagérer les conséquences parce qu'on est têtu et qu'on veut défendre notre position. L'appel à l'ignorance. Le postulat sur lequel se base l'appel à l'ignorance est le suivant. D'ailleurs, il est inspiré du philosophe Descartes beaucoup. Lorsqu'on n'a pas les éléments pour trancher sur une question, la posture rationnelle consiste à suspendre son jugement. L'appel à l'ignorance consiste à ne pas suspendre son jugement dans une telle situation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, mettons qu'on se pose une question. Est-ce que X est vrai? Mais qu'en fait, on n'a pas les preuves pour savoir si X est vrai. Ce qu'il faut faire, c'est juste dire « je ne sais pas si X est vrai ». L'appel à l'ignorance consiste... Il y a deux manières de faire l'appel à l'ignorance. La première, c'est de dire « puisque nous n'avons pas de preuve que X est faux, alors c'est vrai ». Alors que ce qu'il faut faire, c'est puisqu'on n'a pas de preuve que X est faux, ni de preuve que X est vrai, alors suspendons notre jugement. Donc, c'est ça, c'est le sophisme. Dans l'autre cas, c'est puisque nous n'avons pas de preuve que X est vrai, alors X est faux. Un exemple. Ça, c'est un exemple. Si moi, j'ai eu plusieurs débats dans ma vie sur la question de l'existence de Dieu. C'est un sujet, je trouve, ultra intéressant philosophiquement, puis qui a des conséquences directes sur la manière qu'on vit notre vie. Je trouve ça que c'est un débat intéressant. Puis là, j'ai souvent eu comme réponse, parce que moi, je pense plutôt que je ne suis pas convaincu que Dieu existe, donc je me fais souvent répondre, tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne peux pas me prouver que Dieu n'existe pas. OK. Certes, je ne peux pas trouver que Dieu n'existe pas, mais toi, tu peux pas plus me prouver que Dieu existe. Fait que pourquoi le fait que je ne peux pas trouver que Dieu n'existe pas prouve plus ta position que la mienne? La position, si on veut ni prouver que Dieu existe ni que Dieu n'existe pas, la position devrait être juste de dire écoute, je pense pas que Dieu existe, mais je sais pas. C'est juste une intuition. Dans les faits, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, je ne le sais pas. Puis là, la position que moi je défendrais par la suite, c'est si on ne sait pas qu'il existe ou pas, pourquoi baser ta vie sur une religion qui suppose son existence? Mais ça, c'est un autre débat. Et à l'inverse, évidemment, si quelqu'un dit que tu n'es pas capable de me prouver que Dieu existe, donc il n'existe pas, ben, c'est une erreur de raisonnement. Là. Le fait qu'on ne puisse pas prouver que Dieu existe n'implique pas qu'il n'existe pas, mais le fait qu'on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas n'est pas une preuve qu'il existe non plus. Donc, si on n'a aucune preuve d'un bord ou de l'autre, il faut juste suspendre son jugement. C'est ça la question. C'est ça l'idée. L'idée de l'appel à l'ignorance, c'est juste que si on prouve que quelque chose n'existe pas, ça ne veut pas dire que forcément il existe. Donc, cette phrase-là n'avait aucun sens. Je pense que vous comprenez l'idée. Là. Si on n'a pas de preuve qu'une position est fausse, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Si on n'a pas de preuve qu'une position est vraie, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Je pense qu'avec les exemples, vous comprenez ce que je veux dire un peu avec l'appel à l'ignorance. Puis si vous avez des questions, vous m'en reposerez. Ça. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Le faux dilemme. C'est une stratégie très fréquente, mais aussi très fallacieuse. Un dilemme, c'est lorsqu'on est obligé de juger dans deux options. Par exemple, c'est ah ben oui, tu sais, l'expérience de pensée que je vous ai soumis au dernier cours, quand vous êtes l'espèce de gars là, qui marche, qui s'en va au travail, qui est devant un étang, et qu'il y a un bébé qui se noie, il y a un dilemme. Soit il sauve le bébé, soit il ne le sauve pas. Il y a deux choix. Il est obligé de choisir l'un ou l'autre. On est d'accord? C'est impossible qu'il évite ça. Soit il sauve le bébé, soit il ne le sauve pas. Ça, c'est un vrai dilemme, si on veut. Un faux dilemme, c'est lorsqu'un interlocuteur nous fait croire qu'on est obligé de choisir entre deux options, mais qu'en fait, il existe d'autres options. Donc, voici des exemples. Ça, c'est un argument un peu métaphysique, si on veut. Puisqu'il est impossible que quelque chose émane du néant, une force intelligente a dû créer l'univers. Donc, le faux dilemme ici, c'est qu'il y a deux choix. À la base, soit quelque chose émane du néant, ou soit il y a une force intelligente qui a créé l'univers. Alors qu'on peut penser qu'il y a d'autres options possibles. C'est puisqu'il est impossible, puis là, l'argument dit que puisqu'il est impossible que quelque chose émane du néant, une force intelligente, fait, vu qu'on nie que c'est possible que quelque chose émane du néant, alors il y a une force intelligente qui a créé l'univers. Mais on peut quand même imaginer un monde où il n'y a rien qui émane du néant, mais que c'est quand même pas une force intelligente qui a créé l'univers. Genre, je sais pas, je ne suis pas un expert en Big Bang et en théorie scientifique de comment l'univers a été créé. Mais on peut imaginer, je sais pas, qu'un regroupement d'énergie qui n'est pas une force intelligente. Par force intelligente, on veut dire quelque chose comme Dieu, là. Qu'un regroupement d'énergie quelconque peut graduellement créer la matière, je ne sais pas. Là. Ça, c'est un des grands mystères de l'existence. Comment quelque chose a-t-il pu advenir de rien, ou quel est le début
le début de ce qui existe ou de ce qui est. Parce que la science parle du Big Bang, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a avant le Big Bang. Mais le fait qu'on ne sait pas trop et qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, n'implique pas que c'est soit une force intelligente qui crée l'univers ou il n'y a rien. Vu que ça n'implique pas que, vu qu'il n'y a rien qui peut émaner du néant, une force intelligente qui crée l'univers. C'est pas le meilleur exemple parce que j'arrive pas à l'expliquer comme du monde. Je pense que le prochain va être mieux. Ouais, donc ça là, est plus clair, je pense. Souvent, il y a. Souvent, les États-Unis, parce qu'il y avait cette posture-là, là, assez récemment, là, par exemple, la guerre en Irak, je pense que c'est ça un peu l'argument. C'est soit nous instaurons par la force la démocratie dans un pays, ou soit on laisse un tyran dominer son peuple. À l'époque, c'était Saddam Hussein qui était le. Je sais pas si c'était le président premier ministre, je sais pas le nom qu'il avait là, en Irak. En tout cas, Saddam Hussein était le gouvernant d'Irak. Et les Américains vous voyaient comme étant un despote, quelqu'un qui était un danger pour son peuple et tout. Donc là, ils se disent qu'il y avait deux choix. Soit on va faire la guerre là-bas pour libérer le peuple irakien de leur gouvernant, ou soit on laisse un tyran dominer son peuple. Mais ça, c'est un faux dilemme, parce qu'il y a clairement d'autres options. Il y a, je sais pas, essayer de faire de la diplomatie, essayer de convaincre Saddam Hussein peut-être de changer certaines mesures qu'il prend qu'on juge incorrectes. Peut-être qu'il met de la pression économique pour l'obliger de changer certaines choses. C'était pas les deux seules options possibles, mais la manière en présentant l'argument comme ça, voici les deux seules options possibles, ça leur donne un peu raison d'avoir fait la guerre en Irak, mais c'est un sophisme parce qu'il y a d'autres options possibles. Donc, quand on présente un dilemme, il faut que ce soit un vrai dilemme où ce sont réellement les deux seules options possibles. Pas deux options possibles, mais où il y en a d'autres qui sont possibles, et on les présente comme si ce sont les deux seules. Voilà. Le raisonnement est fallacieux car on infère la conclusion à partir d'un choix entre deux options, alors qu'il y a d'autres options possibles qui sont peut-être meilleures que la conclusion. Et le faux dilemme est un des rares sophistes qui ne rend pas un argument invalide, mais qui rend plutôt une prémisse fausse. La raison, c'est que la prémisse qui est fausse, c'est évidemment la prémisse qui dit c'est soit ça qui est fausse, parce qu'il y a d'autres options que ces deux-là. Pétition de principe ou argument circulaire. Cela, on l'a vu un peu dans la définition, c'est la circularité. Argument dans lequel on assume dans les prémices ce qu'on affirme dans la conclusion. Ainsi, l'argument ne sert à rien puisque la conclusion qu'on cherche à prouver se trouve déjà dans les prémices. Exemple. La Bible dit que Dieu existe. Prémisse 1. Prémisse 2. Ce que la Bible dit est fiable car c'est la parole de Dieu. Conclusion, Dieu existe. Si on voit si on analyse la prémisse 2 concerne déjà la conclusion. C'est pour justifier que ce que la Bible dit est fiable, on dit que c'est fiable parce que c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on cherche à prouver, c'est que Dieu existe. La prémisse 2 admet déjà que Dieu existe dans une prémisse. Alors la conclusion ne sert à rien. Voilà, fait que ce qu'on devrait faire, ça d'ailleurs c'est un argument qui sert à rien parce que c'est comme si c'était on prouve rien, on veut juste poser deux prémisses. Parce que la conclusion est déjà dans la prémisse 2. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre la prémisse 2 en conclusion, I guess, et essayer de justifier la prémisse 2. Et là, peut-être que ça pourrait prouver que Dieu existe, mais ça ne prouve pas que Dieu existe parce que c'est comme si on le posait comme ça. Voilà, parce qu'on pose la prémisse 2. C'est les prémisses, on ne les justifie pas, on pense qu'elles sont vraies directement. Alors, de poser une prémisse dans laquelle il contient déjà la conclusion, ça va contre le principe d'un argument parce qu'on ne justifie pas notre conclusion. Certes, dans un argument donné, les prémices ne sont pas justifiées, mais on peut toujours ensuite mettre en doute une prémisse et voir pourquoi une prémisse est vraie. Fait ce qu'on pourrait faire pour un peu réfuter cet argument-là, c'est prendre la prémisse 2 et la mettre en conclusion et essayer de la justifier. J'ai presque fini, je pense qu'il en reste 2 ou 3. Le hareng fumé. C'est un nom bizarre. C'est en référence aux prisonniers en cavale au sud des États-Unis qui fut un temps. Le hareng, c'est un poisson qui pitchait des morceaux d'hareng fumé derrière eux quand ils s'évadaient pour déjouer les chiens pisteurs. Pour qu'ils se fassent retrouver. En argumentation, cette stratégie consiste à éviter un argument auquel la personne ne sait pas répondre en redirigeant la discussion subtilement vers un sujet auquel la personne peut répondre. Donc, exemple. Une mère reproche à son fils le coût de sa facture de téléphone et le fils répond en disant qu'il vient d'avoir 93% sur le test de maths. Sa réponse ne répond pas à ce que sa mère dit. Ça n'adresse pas le point que son interlocuteur lui donne. Le fait qu'il y a des... C'est que là, le fils assume que par le fait que sa mère va être fière de lui pour sa note à son test de maths, elle va un peu genre passer l'éponge sur le fait qu'il a dépassé sa facture de téléphone. Peut-être qu'elle va le faire, peut-être que ça va marcher. Par contre, sa réponse
comme quoi il y a eu une bonne note à un test de maths, n'indique pas qu'il a bien fait de buster le coût de la facture de téléphone. C'est pas une réponse à ce que sa mère lui reproche. Or, c'est une erreur de raisonnement. Un autre exemple, s'il y a un débat sur la répartition des richesses, une personne note que les personnes riches ne méritent pas vraiment leurs avoirs, car le fait qu'elles sont nées dans des familles riches avec des talents biologiques élevés explique également leur succès. Ça, la position, en gros, c'est de dire que la notion de mérite n'est pas vraiment justifiée. Tu sais, les personnes de droite qui vont défendre que l'imposition devrait être basse, qu'on devrait ne pas trop intervenir avec le marché et tout, vont dire les personnes qui travaillent, puis qui vont à l'école longtemps, puis qui réussissent à créer leurs entreprises en prenant des risques et tout, méritent leur succès. Ben, il y a un contre-argument qui dit pas vraiment parce que le mérite, à quel point il peut juste être attribué à l'effort, dans le sens que la famille dans laquelle tu es né, tes talents biologiques, la chance que tu as dans la vie, etc., ça peut hautement influencer. Et même, certains défendent que la capacité de faire des efforts, c'est pas quelque chose que tu mérites, c'est un talent que tu as. Donc ça, c'est un argument qui peut être considéré comme étant bon, en tout cas qui est assez solide. Et là, l'autre personne, au lieu d'adresser le point sur le mérite, va répondre qu'une économie à auto d'imposition est non viable en pratique. Donc, il ne va pas répondre au point que son interlocuteur donne sur le mérite. Il va dévier la discussion pour dire, de toute façon, trop d'imposition, ça ne se fait pas en pratique. Peut-être, mais ça ne répond pas à ce que ton interlocuteur dit. Genre, tu fais un petit glissement de sens dans la conversation pour éviter de répondre à un argument auquel tu n'as pas de réponse. Donc, voilà. Donc, certes, l'autre personne a peut-être raison, mais elle n'a pas répondu à l'argument sur le mérite de son interlocuteur. Elle a réussi habilement de tourner la conversation pour bien paraître. La double faute, qui ressemble un peu à renfumer, ce sophisme consiste à éviter un débat en le détournant vers un autre qui est pire. Il ressemble à renfumer. On l'utilise juste en éthique aussi, celui-là aussi. Par exemple, il y a une discussion sur le féminisme dans un souper de famille et une personne note que c'est injuste qu'à compétences égales, les femmes soient moins payées que les hommes. Une autre personne répond, il y a des choses pires que ça. Il y a des endroits dans le monde où les gens ne mangent pas à leur faim. Peut-être, mais le fait qu'il y ait des choses pires dans le monde ne rend pas le problème initial non important. Ça veut juste dire que c'est moins pire que l'autre problème. Mais ce problème initial-là dont on discutait est quand même un problème existant qu'on peut régler. Fait que c'est pas une réponse à l'argument que c'est injuste que des femmes soient moins payées à salaire égal que de dire qu'elle est juste pire que ça dans le monde. C'est une manière disons, de rediriger la conversation ailleurs sans répondre à l'argument que donne la personne. Autre exemple. Ça, c'est plus un exemple de, historiquement, guerre froide aux États-Unis. Un Américain qui blâme l'URSS pour le fait que son pays a eu des goulags. Et les Soviétiques, en réponse à ça, au lieu d'adresser directement la question des goulags, répond c'est moins pire que d'avoir bombé Hiroshima et Nagasaki. Le Russe, il n'a pas tort. C'est sûr que probablement que c'est pire d'avoir lancé une bombe nucléaire. Parce que je ne sais pas si c'est pire la bombe ou les goulags. Là, je peux pas. La bombe nucléaire, il était quand même en guerre, mais à quel point c'est nécessaire, je ne suis pas sûr. Les goulags n'étaient pas en guerre. Il y a quand même beaucoup de. Je ne sais pas le nombre de personnes qui sont mortes de faim là-dedans. Entre les deux sont atroces. Mais le point est que de répondre à un blâme sur un par le fait que l'autre est pire ne justifie pas que le premier est correct. Le fait que quelque chose de pire dans le monde existe ne rend pas ce qu'on fait correct pour autant. Ce que la personne de l'URSS aurait dû faire, c'est soit dire t'as raison, les goulags, c'est atroce. Je pense que le gouvernement russe soviétique était à blâmer. Par contre, le gouvernement américain n'est pas sans reproche non plus. Là, t'admets que oui, c'est pas correct. Et maintenant que ce débat est terminé et que tu admets que ton acteur a raison là-dessus, tu peux rebondir et dire que le gouvernement américain n'est pas sans reproche non plus. Donc voilà. Et je crois que c'est le dernier, la fausse causalité. Ça, le titre le dit bien. Ce sophisme consiste à imaginer des liens de causalité là où il n'y en a pas. Souvent, les gens confondent une corrélation à un lien de causalité. Ce qui distingue la causalité de la corrélation, c'est qu'une corrélation peut être causée par le hasard, alors que la causalité, ça peut pas. Une corrélation, c'est que juste, on constate que quand il y a ceci, il y a aussi cela. Donc, je donne un exemple. Si on observe que les personnes à cheveux roux ont plus tendance à devenir dentistes, ce que je veux dire, c'est plus dentiste que médecin. On peut douter que le fait qu'il soit roux qu'on ça. Mettons qu'il y a une stat qui sort qui montre que les personnes de couleur de cheveux roux sont vraiment plus portées à être dentistes que médecins. Est-ce qu'il y a vraiment une cause? Est-ce que le fait qu'il y ait les cheveux roux cause ça? On pense pas. C'est plus une corrélation qu'une causalité.
Si par le simple fait qu'on observait une tendance, on verrait à chaque fois une causalité, il y a un problème de raisonnement là. C'est pour qu'il y ait causalité, il faut qu'on ait quand même une bonne raison de croire que quelque chose cause quelque chose d'autre. Bref, l'idée est que lorsqu'on lit un texte argumentatif et que l'auteur établit un lien de causalité, donc ceci cause cela, il faut s'assurer qu'il est solide. Et s'il n'est pas solide, alors c'est évidemment une erreur de raisonnement. Bon. Il faut être spécialement prudent quand vous lisez un texte argumentatif, quand il y a un lien de causalité qui est décrit par l'auteur. Il faut que vous soyez rigoureux, que vous dites, est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, ben, c'est correct, c'est une manière correcte d'argumenter, de parler de causalité. Mais sinon, ben, c'est un sophisme, c'est le sophisme de la fausse causalité. Donc, dernière diapo, j'ai fini. J'ai énuméré plusieurs sophismes, il y en a d'autres, mais je crois quand même en avoir parlé des les plus fréquemment utilisés. Et là, je vous mets une liste de sophismes qui parlent, la plupart de ceux que j'ai parlé sont là. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont là. Si vous voulez en voir d'autres. Donc, c'était ça pour le cours d'aujourd'hui. Je vais juste arrêter le partage. Je vois pas ma souris. Bon, parfait. Donc là, j'arrête l'enregistrement.